Mesdames et messieurs les députés, veuillez vous lever pour accueillir son Excellence, la lieutenant-gouverneure. Veuillez vous asseoir. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, Monsieur le chef de l'opposition, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. L'exercice auquel vous allez vous prêter dans les prochains jours n'a rien d'anodin. Outre le fait que le Parlement jeunesse du Québec vous offre la possibilité de vous éduquer sur le fonctionnement de vos institutions démocratiques et que, selon ses dires, il lutte depuis plusieurs années contre le décrochage citoyen, le Parlement jeunesse repose sur une logique non partisane. Ce que cela signifie, c'est que vous êtes exhortés à vous élever au-delà des sectarismes et du repli sur des convictions qui sont les vôtres et celles de personnes qui vous ressemblent pour entendre ce que les autres ont à dire, des personnes qui ont des avis différents, des parcours différents. La non-partisanerie est essentielle en démocratie. C'est la notion de liberté qui est associée. Agir en non-partisanerie, c'est s'élever. C'est s'élever au-dessus de soi-même, déjà, pour prendre position en accord avec ses valeurs, en accord avec son éthique et en accord avec sa conscience. La liberté de conscience, on le sait depuis Descartes, est essentielle. Elle est au fondement de la liberté de l'individu. La notion de libre arbitre, qui consiste à prendre position en conscience et en responsabilité, sans faire l'objet d'aucune contrainte extérieure, nous le savons, est essentielle à l'exercice de la liberté et donc de la démocratie. Vous aurez, pendant les 5 prochains jours, à mener cet exercice donc en conscience et en liberté. Néanmoins, il est important que vous ne perdiez pas de vue qu'il s'agira quand même pour vous de réfléchir à des choix collectifs. Agir en conscience, c'est comprendre que l'on sert la société. Les choix collectifs sont essentiels au fonctionnement démocratique, comme vous le savez très certainement. Et ce que vous ne devez pas perdre de vue, c'est que pour mener à bien cet exercice de réflexion, cet exercice de débat, qui a en son cœur des choix collectifs qui vont donc aller au-delà de votre personne et de vos préoccupations pour servir l'ensemble de la société et avoir un impact sur des composantes importantes de la société, il vous faudra passer par l'exercice du débat. Vous êtes ici pour débattre, vous êtes ici pour délibérer. Le débat, ce n'est pas seulement s'exprimer, c'est également écouter. La notion d'écoute est centrale dans le débat et dans la délibération. Vous devrez donc être évidemment à l'écoute de vos pairs dans cette Assemblée, mais n'oubliez pas que le rôle du Parlement, c'est également d'être à l'écoute de la société civile. Je sais que plusieurs d'entre vous sont d'ailleurs très impliqués dans la société civile, dans différents groupes, et le rôle de la société civile ne doit jamais être écarté de la réflexion que l'on mène au sein de l'Assemblée. La société civile, ce n'est pas simplement le reflet d'intérêts de petits groupes, ce sont des espaces que les citoyens occupent pour participer à la définition des choix collectifs. Excusez-moi, je suis malade et ça se ressent.
Cette société civile, donc, comme vous le savez certainement, puisque je répète, certains d'entre vous sont déjà très impliqués, c'est une composante essentielle du fonctionnement des démocraties. Ici, vous aurez l'occasion de débattre, de réfléchir, de vous interroger sur les a priori que vous aviez avant d'entrer et avant d'échanger avec vos collègues. Mais outre le débat que vous avez ici, il est important que vous soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de la société. Le Parlement, particulièrement dans les démocraties actuelles, vous en êtes très certainement conscient, le Parlement a un rôle central à jouer. À une époque où il y a une tendance à réduire la qualité du débat public, vous pouvez contribuer à l'élever. Vous, aux côtés de la société civile. D'importantes avancées au Québec et ailleurs d'ailleurs sont le fruit d'une concertation entre les représentants de la nation et la société civile. On peut penser par exemple au droit de vote des femmes en 1940. On peut penser également à la Charte des droits et libertés en 1975, qui a été suivie de la création de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. On peut penser plus récemment à la loi sur l'équité salariale en 1996, qui reconnaissait évidemment qu'il y avait nécessité pour le législateur de s'emparer de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. On peut penser également à la Convention de la baie James, un peu plus loin, en 1975, qui a été à l'écoute évidemment, suite à un tumulte, des aspirations des populations autochtones. Vous voyez que dans tous ces contextes-là, et plus largement dans l'action du gouvernement, dans l'action du Parlement, la société civile est en mesure de nourrir la réflexion des parlementaires, de le sensibiliser, d'attirer son attention sur des situations qui méritent son intervention. Alors, je me doute que certains d'entre vous, peut-être, se disent que je fais référence à des évolutions relativement passées, enfin en tout cas peu récentes, que certains d'entre vous n'ont même pas pu en être témoins. Mais de façon continuelle, le Parlement joue un rôle essentiel pour la définition de nos choix collectifs. Et il ne s'agit pas pour vous de penser que seuls des groupes extrêmement influents, ayant un niveau élevé de ressources, peuvent influencer le législateur. Tous les groupes de la société civile, à partir du moment où ils font un travail de qualité, qu'ils bâtissent leur crédibilité, peuvent contribuer à amener des changements importants. Je me permets très brièvement de parler d'un récent projet de loi qui a été adopté ici même à l'Assemblée nationale, permettant de faire une place aux jeunes dans les lieux décisionnels. Il s'agit d'une initiative qui est partie de la société civile. Il a fallu convaincre, évidemment, différents acteurs de la société civile, convaincre les partis politiques, à la fois ceux de l'opposition et ceux au gouvernement, pour qu'ils puissent faire une place à la jeunesse sur tous les conseils d'administration des sociétés d'État. Le rôle que les acteurs de la société civile ont mené, dont Force Jeunesse, pour permettre ce changement-là, illustre bien que même encore récemment, encore aujourd'hui et encore demain, il est possible pour les acteurs de la société civile de jouer un rôle très important. Alors évidemment, pendant les prochains jours, vous allez vous pencher sur 4 projets de loi, des projets de loi particulièrement inspirants et qui ont tous une caractéristique commune, c'est qu'ils se penchent sur des enjeux de société majeurs. Et de ce point de vue-là, vous avez visé juste, je crois. Ce que je retiens particulièrement de chacun de vos projets de loi, c'est que, à leur façon, de façon parfois très audacieuse, toujours très audacieuse, je dirais, vous posez des questions essentielles. Et je crois que c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Les questions qui sont posées par les projets de loi et qui devront vous amener à conduire vos travaux. Par exemple, pour le premier d'entre eux, la question du rôle de l'armée. À une époque où on s'interroge notamment sur le rôle de la militarisation, mais aussi on s'interroge sur la liberté de conscience des lanceurs d'alerte pour les protéger, leur permettre également d'émerger, vous aurez l'occasion d'échanger avec vous sur la meilleure façon d'accompagner la transformation et la modernisation de l'armée. Un autre projet de loi que vous avez, celui des droits et libertés numériques,
un enjeu qui, à mon avis, ne vous laisse absolument pas indifférent. Ça reste un défi de notre génération que de savoir comment encadrer les libertés et les droits des personnes à l'ère numérique. Évidemment, il y a la question de l'accessibilité, mais la question du droit à l'oubli, qui n'est toujours pas tranchée, et qui, évidemment, va de plus en plus concerner les générations montantes, à mesure que l'on se rend compte que c'est dans l'espace numérique que l'on fait ses armes de citoyens, que l'on apprend à s'exprimer, qu'on le fait parfois de façon extrêmement maladroite, de façon même parfois problématique, mais qu'en tant que démocratie, on doit s'interroger sur la façon de permettre à des jeunes citoyens de se former et de s'améliorer, sans prononcer des sentences définitives. Un autre projet de loi que vous avez, sur lequel vous avez décidé de travailler, c'est la question de retisser le lien social et la solidarité. Je trouve particulièrement intéressant que vous ayez introduit cette notion de mixité, de nécessité de donner, faire don de sa personne et de ses ressources, qu'il s'agisse de temps, de sa compréhension d'enjeux, de ses relations, pour faire avancer des choses qui nous transcendent, qui nous dépassent. C'est cela le don de soi, c'est cela le bénévolat. Et il me semble qu'à l'époque à laquelle on vit, c'est une question de fond qui nécessite un travail de longue haleine qu'il importe de commencer dès maintenant. Et puis finalement, le dernier projet de loi sur lequel vous allez vous pencher est relatif à la question des agressions sexuelles. C'est une question de fond pour notre société, pour nos sociétés de manière générale. Comment protéger des personnes qui peuvent être exposées à des agressions sexuelles? Comment renverser le fardeau de la preuve? Et plus largement, comment éduquer la société pour contrer la culture du viol, pour empêcher que des citoyens s'adonnent à des pratiques sans même avoir conscience qu'elles sont d'une grande violence pour les personnes qui les subissent. Avec ces 4 projets de loi, je crois que vous avez largement matière à réfléchir, matière à penser, à rêver de demain. On a tendance à penser ou en tout cas à se dire et à entendre que le rêve n'a pas sa place en politique. Au contraire, je crois que le rêve a toute sa place en politique et qu'il est indissociable de la chose publique. Un philosophe nous disait que faire rêver appartient au projet politique et que si l'on ne s'en tient qu'au constat scientifique, autant remettre les armes. Effectivement, je crois que le rêve permet d'inspirer l'action politique, il permet surtout de lui donner un sens. Il permet de transcender les choix immédiats que l'on doit faire pour comprendre quelle vision de la société on sert. Et c'est précisément ce à quoi vous allez vous employer pendant les prochains jours. Rêver. Rêver, tout simplement, mais en gardant bien à l'esprit qu'il vous faut éviter de trahir les engagements, en fait, vous interdire de trahir les engagements que vous prendrez à l'égard des personnes avec lesquelles vous allez partager vos rêves. Parce qu'il n'y a rien de pire que des rêves et des engagements trahis. Évidemment, la déception fait partie de la démocratie, vous allez le voir, dans la mesure où avoir sa position et débattre avec l'autre, c'est accepter peut-être d'avoir tort, c'est accepter de ralentir la cadence pour avancer tous ensemble, et donc c'est accepter de ne pas avoir raison envers et contre tous, de ne pas avoir raison envers et contre tout. Je finirai en vous disant que déjà la première chose que j'ai envie de vous dire en fait en vous regardant, c'est que votre Première ministre n'a absolument rien exagéré en me disant que vous étiez d'une diversité exceptionnelle. Je crois que vous êtes un très beau reflet de la société québécoise dans laquelle nous vivons. Je crois que vous êtes une espèce d'incarnation du rêve, d'une société qui fasse une place à toute la diversité de ses composantes. Pendant les prochains jours, alors que vous allez débattre, la question que vous pourrez vous poser, c'est celle de savoir comment vous voulez et comment vous entendez façonner le monde dans lequel vous vivez. Rêver, ce n'est pas participer à la désillusion. Rêver, c'est penser à demain. C'est se dire que l'on ne doit pas simplement se contenter des limites qui nous sont imposées par la société actuelle,
C'est se dire, au contraire, que l'on peut bâtir l'avenir à sa propre image, à l'image évidemment de votre génération. Un monde plus juste, un monde empreint de justice sociale, d'équité, un monde qui fasse pleinement sa place à la pluralité des origines, des cultures, des trajectoires, des convictions. C'est cela que vous êtes appelés à faire pendant les prochains jours, un exercice essentiel pour la vitalité de nos démocraties. Et j'aime une citation du penseur postcolonial Frantz Fanon, qui disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous avez, vous, à réfléchir à votre mission de génération. Vous demandez comment vous pouvez la remplir pour ne pas la trahir. Et je crois qu'avec la pluralité des personnes que vous avez dans cette assemblée, vous n'avez d'autre choix que de réussir à penser, aller au-delà et à bâtir un monde meilleur. Merci.